On reste à l'EPFL et on va passer à un autre projet, un autre laboratoire, donc LAST, laboratoire d'architecture de technologie durable. C'est Emmanuel Rey qui va nous parler du Smart Training, donc un bâtiment en cours de finalisation aussi, si je ne me trompe pas, mais qui va aussi nous parler, et j'aimerais bien qu'il nous parle de Microcity, à Neuchâtel, un de ces projets où le bois est majoritaire et pourtant on ne s'en rend pas compte. Et j'aimerais bien après qu'on puisse débattre un peu de cette question, la question du bois apparent et du bois caché. Donc Emmanuel Rey, voilà. Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de ce petit projet, si je peux le dire ainsi, le pavillon Smart Training. Pour le dire en préambule, ce projet est plutôt une démarche un peu d'enseignement plutôt que de recherche, plutôt d'expression architecturale que de structure. Et puis par rapport aux exemples qu'on a vus et qui sont très motivants précédemment par rapport à la recherche, et plutôt ne cherche pas forcément un exploit statique, mais plutôt une question architecturale. Et je pense qu'il a un intérêt aussi par sa démarche. Donc ma présentation, elle va s'apparenter un peu à un récit, si je puis dire, de cette démarche académique qui a abouti à relier ce thème sport et bois et qui finalement présente un intérêt, vous le verrez, sous l'angle didactique, sous l'angle différents aspects et qui nous a occupés pendant 4 ans où on a commencé à 4 ans à réfléchir avec l'université de Lausanne comment on pourrait utiliser ce thème du sport et répondre à certains besoins pour stimuler nos étudiants en architecture autour de ces questions de durabilité. À la point de départ, c'était ça. Et puis, on a en fait terminé le bâtiment, donc il va être inauguré lundi, mais le maître d'ouvrage m'autorise à vous en parler déjà précédemment, puisque c'est par le Covid qu'on a une inauguration qui va être assez tardive. Alors j'ai cherché un mot pour relier le récit et le sport, hein, donc j'ai pris le mot de prologue plutôt qu'introduction, j'ai essayé de trouver quelque chose, en disant voilà quels sont les éléments qui nous ont animés. Alors le premier point, le point de départ, en fait, c'est un besoin de l'université qui souhaitait, dans son centre sportif universitaire de Dorigny, hein, qui est le centre qui sert les deux campus, les PFL et l'UNIL, pour des activités sportives, souhaitait introduire un nouveau champ qui relie la pratique sportive et puis la data, hein, qui se développe beaucoup dans notre domaine, mais aussi dans le domaine du sport, et donc faire un nouvel espace dédié à la musculation connectée, à l'entraînement virtuel, et puis aussi à des consultations médicales qui permettraient aux sportifs de pouvoir récolter des données, s'entraîner, consulter, et donc d'avoir une pratique sportive particulière, complémentaire à ce qui se passe aujourd'hui. Et il y avait plus d'espace disponible pour créer cette activité, d'où ce besoin qui a émergé. Et concrètement, c'est là qu'est née l'idée de ce nom de Smart Training qui veut, je crois, pas dire grand-chose, mais en fait qui en même temps nous parle aussi assez de cette nouvelle activité et ces nouvelles tendances dans la pratique du sport. Et parallèlement à ça, donc on a, après un certain nombre de réflexions, imaginé de lancer, d'en faire le thème d'une édition du concours qu'on appelle Sustainable is Beautiful, qui est un concours qu'on organise en parallèle de tous les cours et tous les crédits que les étudiants en architecture peuvent récolter, qu'on lance pour stimuler finalement la réflexion autour des questions de durabilité en architecture. Et puis imaginez offrir aux étudiants la possibilité pendant leur parcours académique de déjà se projeter dans la pratique du concours comme ils le feront, on l'espère brillamment après leurs études au sein de notre institution. Donc on s'est réunis avec Unibat, donc le centre de responsable des constructions universitaires de l'UNI, l'ASIA qui nous a soutenus pour lancer ce concours et puis lancer cette démarche académique, vous le verrez, qui a conduit au développement d'une structure en bois pour ce nouveau pavillon. Une logique d'assemblage, comme je le disais, on est plutôt dans une simplicité, un site très contraint, donc ce n'est pas forcément l'exploit structurel à grande portée qui a été le thème, mais plutôt comment assembler des éléments en mettant en valeur du bois local, du bois vaudois, hein, c'était une des règles du jeu, qui vient des forêts du canton, et puis de pouvoir aussi intégrer les principes d'architecture bioclimatique pour le confort intérieur, et puis bien sûr, il en est assez vite apparu les questions de préfabrication et de construction légère vu le site qui était proposé.
Alors le site, peut-être certains le connaissent, c'est un site à la fois majestueux, au bord du lac, le centre sportif, mais aussi à la fois très contraint pour les questions qu'on a volontairement posées aux étudiants. Le site était en fait disposé d'une idée de ne pas créer de nouvelles fondations, de venir se poser sur les bâtiments existants qui se trouvent en sous-sol par rapport à cette image entre les deux espaces sportifs et deux salles omnisport qui existent déjà sur le site. Dialoguer architecturalement avec une architecture des années 70, donc c'est toujours une question importante et récurrente et de plus en plus importante dans notre métier. Comment on se positionne avec une architecture contemporaine à côté de bâtiments qui ont leur propre histoire, leur propre expressivité, et puis aussi de pouvoir finalement répondre à toutes les contraintes du plan, du master plan existant, dont notamment une assez grande limitation de hauteur qui ne permettait pas forcément de répondre avec n'importe quelle réponse à la question, et au programme de 600 mètres carrés qui était demandé aux étudiants. Et puis une hauteur libre qui devait faire 4 mètres, donc quelque part, voilà, les règles du jeu étaient assez concentrées, mais c'était l'idée de pouvoir fournir aux étudiants cette idée de concentrer la réflexion à une échelle qu'ils peuvent appréhender, et puis pouvoir justement créer et faire des propositions. Donc on a organisé ce concours, c'est assez intéressant de relever qu'il y a à peu près 90 étudiants qui ont participé, à côté d'études très prenantes au niveau de l'architecture. Donc comme l'école fait à peu près 800 étudiants, on peut dire que voilà, 1 sur 9 a décidé de participer à ce concours. Et ils se sont regroupés en groupes, et il y a finalement une trentaine de projets qui ont été jugés par un jury, avec des responsables du maître d'ouvrage, des praticiens, des représentants de la SIA, donc finalement un jury de concours, on va dire, assez similaire à ce qui se passe dans la pratique, pour choisir finalement un projet avec l'idée de pouvoir peut-être déboucher ensuite sur une suite, mais l'idée c'était un concours d'idées à la base. Le premier prix a été remporté par Martin Andelay, Yann Junot et Nicolas Schurz. Donc on proposait en fait un projet de structure en bois, multicouche, avec une structure, avec un claustras qui était esquissé à ce stade-là, qui permettait de gérer toute une série de contraintes statiques, mais surtout des contraintes spatiales, expressives et bioclimatiques, puisqu'il fallait ombrer assez naturellement ce bâtiment. Et puis aussi, finalement, une finesse, c'est ça qui avait finalement convaincu le jury, une finesse d'insertion assez subtile sur le site, puisqu'il fallait se poser sur un socle existant, dialoguer entre deux bâtiments qui étaient là, et puis aussi avec des arbres séculaires. Ils sont sur cette maquette, mais ils sont effectivement sur le site. Et donc, de pouvoir se faufiler, si on peut dire, au niveau du projet, entre toutes ces contraintes. Donc, c'est ce projet qui a été retenu et qui a servi de base pour la suite. On a pu intégrer les lauréats aussi à la planification ensuite. Et puis, pour juste illustrer, je vous montre encore aussi les autres projets qui ont été, il y a 2 prix et 3 mentions qui ont été donnés. Le deuxième prix, intéressant, il travaille aussi en partie en structure bois, mais en fait un hybride de structure métallique et bois qui était proposé. Un très bon projet aussi, avec par contre peut-être des éléments qui n'étaient pas tout à fait maîtrisés au niveau de la volumétrie, et puis un danger assez grand pour les arbres séculaires qui étaient sur le site. Donc finalement, c'est ce qui lui a valu un deuxième prix, mais aussi un projet assez intéressant avec une structure métallique et une enveloppe bois. Pour vous montrer d'autres éléments, il y a les 3 mentions, donc trois images des autres étudiants qui ont aussi proposé. Celui qui se trouve dans la partie en haut à gauche, c'est un bâtiment en pisé. On a aussi l'idée dans les matériaux biosourcés de travailler avec ces éléments. Donc il avait été proposé à ce moment-là, projet très abouti, très intéressant. Il se trouvait assez décalé par rapport à se poser en construction légère sur un socle existant. Donc finalement, il a été mentionné, mais il n'a pas été retenu pour la suite dans les prix. Et puis 2 autres projets qui étaient plutôt sur des structures métalliques, qui dialoguaient avec une reprise un peu presque vintage, si je puis dire ce mot, avec les bâtiments existants et qui essayaient de créer un hybride avec l'ancien. Donc on voit que quand on a parlé de durabilité, il y avait toute une série d'éléments qui sont venus avec des bâtiments qui travaillaient sur des bâtiments de réemploi, du pisé, du bois, des hybrides. Et c'est finalement le pavillon en bois qu'on a retenu comme premier prix. Donc ce pavillon, il se présente sous une forme très simple, comme je disais, il se faufile en toutes les contraintes, les contraintes constructives, les limitations de hauteur, et puis les exigences de programme. Donc il propose en fait
une sorte de double coque, si on peut dire, avec une partie structurelle basée sur une grille de poutre, vous le verrez, qui est de 1,50 m par 1,50 m, donc, et qui en fait vient couvrir l'entier du pavillon, et puis autour une deuxième couche extérieure sous forme de claustrat, qui est un peu l'astuce qui a été trouvée d'une part pour gérer l'implantation expressive du bâtiment dans ce site, dialoguer avec les bâtiments voisins, mais en même temps aussi gérer toutes les questions bioclimatiques et les questions d'ombrage par rapport à ces éléments. Vous voyez au centre l'escalier qui a été maintenu. L'idée, c'était de pouvoir utiliser les infrastructures existantes des vestiaires qui sont en dessous. Donc, finalement, le bâtiment vient vraiment se poser assez subtilement sur le socle existant et profite aussi en sorte de surélévation, si on peut dire, des infrastructures existantes. Et puis, vous voyez un élément fermé qui est en fait une partie du programme pour les consultations médicales et les espaces un peu plus intimes, qui prend la forme d'un élément non porteur qui vient prendre place dans l'espace général et dans cette fluidité qui était recherchée au niveau du projet. Deux possibilités de connexion aux bâtiments existants. Donc voilà une clarté structurelle et surtout d'implantation très précise qui a été développée à la suite du concours. Le bâtiment lui-même, il se présente sous ce long volume qui prend place en fait sur un rythme structurel de cette grille. Donc en fait, ce sont une structure finale de cette grille de poutre qui fonctionne sur 6 mètres par 9, donc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, quelque chose de très modeste, mais qui offre finalement une manière de répondre à l'ensemble de ces contraintes, de pouvoir permettre à répondre à ces 4 mètres de hauteur libre, mais en même temps ne pas dépasser la hauteur limite qui est à peu près celle qui est là. Donc vraiment de trouver une manière de créer cette surface et ce toit de manière simple et d'intégrer les différentes contraintes. Et puis vous voyez sur l'image du bas plutôt la partie de ce claustrat qui va venir entourer tout le bâtiment, y compris un espace extérieur sur la gauche, et qui permet de créer justement cet univers spécifique à ce sport connecté. Vous voyez que les structures viennent se poser en fait sur l'existant, bénéficiant d'un mur de soutènement existant dans la partie nord, bénéficiant aussi de structures intermédiaires qui se trouvent sur la partie des vestiaires et qui permettaient justement de pouvoir faire transiter les charges de manière assez aisée et trouver quelque chose aussi là de simple finalement, après pas mal de travail aussi avec un bureau d'ingénieurs extérieur qui faisait partie des mandataires, le bureau Kéline, pour trouver une solution relativement simple pour résoudre ces différents problèmes. Et puis le claustrat qui vient en extrémité se positionner pour définir un volume abstrait qui dialogue de manière intéressante avec l'architecture des années 70. Alors au niveau du travail des étudiants qui ont été intégrés à la réflexion, il y a eu pas mal de travail sur ce fameux claustrat, donc ce n'est pas un élément statique, c'est vraiment un élément d'enveloppe, mais qui avait l'ambition de donner une unité à ce pavillon, de gérer aussi une certaine intimité visuelle entre les gens qui font du sport et voire qui ont une consultation médicale, et puis le site en lui-même, et puis gérer aussi les questions de protection de chaleur et de le faire en bois en travaillant sur différentes résines. Donc il y en a toute une série qui a été testée, développée, pour des efficacités avec le bureau d'ingénieur Estia, où il y a eu des simulations qui ont été faites, mais aussi d'un point de vue esthétique par rapport à la génération de cette peau extérieure. Et puis, ça a conduit finalement à aboutir à ce principe constructif où vous voyez une grille de poutre qui gère en fait l'espace statique, ensuite portée par des piliers qui sont en croix, qui permettent justement de gérer les différentes descentes de charge jusqu'à l'existant. Et au-dessus de ça, de travailler avec des éléments en partie, donc bien sûr isolés, qui sont aussi des dérivés du bois, de la cellulose qui a été notamment utilisée, et puis de pouvoir avec ça répondre à peu près à toutes les questions à l'aide de bois et de dérivés. Et sur le toit, on a à la fois une partie de toiture végétalisée et de capteurs solaires qui permet de fournir l'électricité au pavillon. Et les principes bioclimatiques permettent, grâce à ce claustrat aussi, d'avoir de l'ombrage en suffisance, d'avoir peu d'entrée de chaleur à l'intérieur du bâtiment et de pouvoir, grâce à la ventilation nocturne, par des moyens simples, répondre aussi au confort intérieur. Et les fenêtres intermédiaires permettent de gérer les différents besoins. Donc finalement, une construction très simple et peu spectaculaire, mais qui répondait à cette idée avec peu de moyens, beaucoup de contraintes et une intégration architecturale. Comment on arrivait à répondre à toutes ces questions ? Je ne vous cacherai pas qu'il y avait un budget maximum aussi qui était donné et qui est très, très restreint. Donc il y avait vraiment une plongée pour les lauréats du concours et leurs accompagnants dans une réalité du quotidien finalement de l'architecte. Et c'était aussi un des buts du concours qu'on a organisé.
Ensuite, il y a eu un appel d'offres qui a permis de pouvoir pousser encore les éléments et puis avec aussi intégrer un certain nombre d'éléments de pragmatisme, hein, avec l'entreprise JPF qui a préfabriqué l'ensemble du pavillon, donc qui l'a préfabriqué dans son atelier, qui a permis de développer cette grille de poutre encore dans certains éléments de détail, et puis de pouvoir concrètement, c'est les panneaux de sapin blanc hein, qui ont été utilisés, donc aussi, et de pouvoir au niveau des piliers travailler avec un bois plus résistant, donc c'est finalement des panneaux d'être, du matériel différent qui est utilisé, du hêtre, mais aussi local, qui a permis de créer ces différents piliers. Je dis différents piliers parce qu'ils se basent sur un principe en croix assez stable pour les éléments centraux. Et puis, dans les angles, dans les éléments latéraux, ils ont des formes particulières qui ont été dérivées pour avoir toujours la même expression dans cet espace, mais en même temps, assez peu de matière pour répondre à ces différents besoins et les intégrer soit comme structure seule, soit comme structure rattachée aux angles et rattachée aux parois latérales. Donc aussi une réduction du nombre d'éléments pour parvenir à aboutir à cette expression abstraite qui était recherchée. Ici, vous avez une vue du montage de la structure en plein Covid, donc c'est presque la levure, hein, c'était assez calme dans ces périodes-là, les levures, donc quelque part de pouvoir voir en quoi ces éléments en croix se génèrent discrètement. On pourrait dire pourquoi pas une portée plus grande. Finalement, c'est un espace qui n'a pas des fonctions de type salle de gym ou autre. Il nécessite plutôt des espaces différents, vous le verrez après. Donc, ce n'était pas du tout un problème d'avoir une portée peut-être plus restreinte. Et puis, ça permettait d'optimiser les besoins structurels. Et puis, vous voyez la recherche, alors plutôt d'une abstraction que d'une véracité constructive comme premier biais ou véracité de la forme. Et donc, d'assumer justement ce travail qui est un petit peu aussi entre différents registres architecturaux, mais le tout réalisé exclusivement avec le matériau bois. L'ensemble aussi des éléments qui sont venus se greffer ensuite, que ce soit ici, vous voyez sur la droite, donc ce module non porteur qui est venu se glisser pour les consultations médicales et les éléments de recherche. Et puis vous voyez aussi que l'ensemble des techniques a été intégré de manière assez simple et le tout se soumet à la grille. Donc c'est un peu ça qui a été le critère pour pouvoir répondre à ces différents besoins pour ce qui est des luminaires, des éléments. Vous voyez aussi les faibles et petits radiateurs, hein, vous les devinez dans cette partie ici. On a aussi travaillé avec des éléments standards, c'était aussi une règle, mais avec des éléments qui viennent se glisser le long de la structure, ça permettait de répondre avec très peu d'éléments aux quelques besoins de chaleur, de confort qui étaient nécessaires pendant une période de l'année, sinon le bâtiment fonctionne presque essentiellement à l'énergie solaire passive. Vous le voyez aussi dans la partie nord, donc un décalage dans la façade nord et la façade sud pour des questions bioclimatiques, aussi pour des questions de vision sur le site. Et vous voyez aussi donc la réaction qu'on a adaptée avec les installations techniques qui ont été faites assez différemment dans la partie nord, mais toujours comment travailler avec des éléments standards qui pourraient venir s'intégrer dans cette grille de poutre. Vous voyez aussi que le rapport à la paroi est traité de manière très simple entre la partie structurelle et la partie non porteuse extérieure qui était également préfabriquée. Ensuite, l'enveloppe a été réalisée et puis le claustra, vous le voyez ici en montage, a été fait par une série de modules aussi par la même entreprise et puis qui a permis de pouvoir travailler sur ces différentes parties et puis constituer justement cette grille ou cette enveloppe plutôt qui est plutôt une nature expressive que structurelle mais qui nous paraissait aussi important pour pouvoir exprimer le projet qui avait été développé dès le début et qui permettait à la fois une fonction bioclimatique mais aussi une fonction expressive intéressante. Donc voilà quelques images de ce montage successif où vous voyez finalement ce deuxième emballage, cette double couche qui se développe. Et puis le pavillon donc est terminé, il est inauguré lundi, mais il est déjà un peu mis en service. Et vous voyez le type d'espace qui a été créé, où finalement il y a une série de fonctionnalités différentes. Elles sont quand même réparties avec des activités particulières. Hein, si on a un sportif d'élite ou si on a un groupe d'étudiants ou des amateurs, c'est un peu différent. Donc chaque endroit dans ce grand espace a trouvé sa place. En même temps, ça va être très, très flexible pour le futur. Ça, c'est un élément important pour tous. Et puis vous voyez aussi le fait de pouvoir bénéficier d'un volume assez vaste, assez simple, et puis un rapport à l'extérieur qui est à la fois intérieur-extérieur, protégé mais quand même en vue vers l'extérieur, principe assez connu en architecture, mais qui permet là de créer un monde spécifique par rapport à cet espace. Là, vous avez une autre vue de ces éléments de sport connectés qui vont sans doute être amenés encore à se développer dans le futur, d'où cette idée de flexibilité maximum qu'on a essayé de mettre en place et où les utilisateurs nous ont suivis.
Et puis vous avez encore d'autres vues dans cette partie. Vous voyez aussi je dirais le nouveau type d'espace qui n'existe pas aujourd'hui dans ce centre et qui est créé avec ce rapport permanent à cet abri de la structure bois qui vient se développer. Là, une vue du claustrat, c'était important de voir cet effet. Donc l'idée que cette peau au sud permet justement de tamiser la lumière, permet d'offrir des conditions satisfaisantes et puis permet aussi d'avoir un rapport assez simple à l'extérieur tout en étant dans cet univers particulier et concentré puisque c'est quand même une pratique du sport un peu particulière par rapport avec beaucoup plus d'écran que ce qu'on a usuellement. Et puis le claustrat à son extérieur, vous voyez assez clairement cette notion de verticalité qui a été induite dans la partie nord, qui permet de dialoguer avec l'espace et l'arbre bien maintenu. Et puis latéralement, vous voyez le passage entre les deux types de claustrat, le claustrat vertical selon un certain rythme, l'autre qui est toujours dans une certaine verticalité, mais commence à avoir cet élément plus horizontal et qui permet de répondre aux différentes orientations et d'avoir à la fois cette simplicité expressive. Donc c'est plus une recherche d'abstraction que d'exploit informel, mais qui participe à ce dialogue et qui participe aussi, je pense, à des questions qu'on a de plus en plus. Comment on construit des nouveaux bâtiments, on surélève des bâtiments, on construit des nouveaux volumes sur des volumes existants, puisqu'on a un grand parc immobilier à traiter comme architecte, et comment on dialogue entre deux types d'architecture en respectant malgré tout certaines époques qui nous ont précédés, en faisant pas forcément toujours table rase, et puis en trouvant ce subtil équilibre de dialogue. Et on pense que c'était aussi une des questions qu'on a posées de manière un peu sous-jacente aux étudiants par rapport à ce concours. Alors pour faire un épilogue, après un prologue, il faut faire un épilogue, quelque part, je crois qu'il y a 3 éléments de questionnement ou de réflexion qui sont apparus dans les discussions que j'ai pu avoir avec les organisateurs. Le premier, vous avez bien compris que c'est plutôt un intérêt didactique qui est au cœur de cette démarche. Moi, je pense que les questions de durabilité, de transition, et c'est le message que je passe à mes collaborateurs, à mon équipe de recherche, à mes étudiants en permanence, c'est que la durabilité, les questions qui sont des grandes questions à gérer, c'est bien sûr d'immenses problèmes, c'est d'immenses contraintes souvent. C'est de grands défis, mais pour moi, c'est surtout pour l'architecte une matière première. Au sens conceptuel du terme, si on empoigne ces questions, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très riche, et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui ont été présentés dans ce sens-là, de très riche pour le projet architectural. Et c'était l'idée de ce concours, c'est de titiller nos étudiants en dehors de leurs cours et de leurs crédits usuels, de les stimuler à penser, à oser, à proposer et à prendre cette question, et notamment quand elle est au travers des matériaux, sur les matériaux biosourcés, à la prendre vraiment sérieusement comme un élément et comme un élément plutôt positif pour la création architecturale. La deuxième chose que je voulais souligner sur ce projet, c'est un petit projet, mais on imagine bien passer d'un concours, enfin d'un besoin, d'un concours d'étudiants jusqu'à une réalisation. Ça a demandé une intégration et des synergies entre tous les acteurs, des usagers jusqu'aux entreprises. Et ça a été quand même une aventure assez intéressante, presque disproportionnée par rapport à l'objet, mais qui, je pense, illustre aussi beaucoup de questions qu'on a aujourd'hui. Comment on fait ensemble, entre architectes, entre ingénieurs, entre entreprises, comment on arrive ensemble à trouver les formules pour finalement intégrer les compétences de chacun et comme architecte intégrer aussi les questions architecturales et les questions expressives. Et je dis un petit mot de remerciement, il n'est peut-être pas dans la salle, mais pour Yves Etienne, le directeur de travaux. Donc c'est un bureau qui a remporté l'appel d'offres pour faire cette tâche et qui a eu vraiment beaucoup de rigueur comme directeur de travaux et de souplesse pour un projet académique un peu particulier pour accompagner tout ce processus. Et puis le dernier point, c'est peut-être en lien, il y avait aussi une question chez les précédents intervenants, mais pour moi, un questionnement peut-être que j'aurais dans une journée comme celle-ci, c'est effectivement, nous, dans notre bureau, on travaille très souvent en bois. On a fait beaucoup de bâtiments, des bâtiments modulaires. On est très intéressés depuis le premier projet du bureau, c'était un bâtiment en bois. Et puis à un moment donné, on s'est posé la question en termes d'expression, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a la vérité de la forme structurelle, on en a parlé, il y a la vérité de l'expression, de montrer le matériau bois, et on adore ce matériau, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle aussi. Nous, on a une autre réflexion complémentaire à celle-ci, qui n'enlève pas du tout les deux autres, mais c'est de se dire si, par rapport aux immenses enjeux qu'on a sur le stock actuel de bâtiments, et si on se pose la question de comment on peut substituer plus de matériaux biosourcés aux bâtiments usuels, le building as usual, comme je l'appelle, la brique, le béton, et j'en passe, comment on peut faire? Et une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas parfois d'autres questionnements à introduire que la simple expression du bois, mais parfois peut-être admettre aussi que le bois,
au même titre que le béton à une autre époque, peut aussi être utilisé en simple substitution et pas forcément toujours en étant visible. Alors je sais que même nous on a fait un chemin par rapport à ça, mais on s'est dit à un moment donné, le béton en son temps, il y a eu une période brutaliste magistrale où on voyait chaque élément de béton et il s'exprimait. Et puis ensuite, c'est aussi devenu un matériau de construction où dans beaucoup de bâtiments, on peut parler de celui-ci, on ne le voit plus forcément tout le temps. Et c'est un autre thème architectural qui prend le dessus. Et ce n'est pas forcément un problème. Donc on pense qu'il y a peut-être à la fois les bâtiments très emblématiques, structurels, qui sont des exploits. Il y a aussi des bâtiments d'expression bois, parce que là, le bois se justifie. Quand on fait un pavillon comme celui que je viens vous montrer avec les étudiants, c'est assez évident. Et puis parfois, on se dit, est-ce que pour le bois en ville ou la ville en bois, comme l'appellent certains, il n'y a pas d'autres réflexions complémentaires à faire où le bois peut être un matériel de substitution, en fait. Et pour illustrer ça, je montre deux images, parce que je voulais juste le mettre dans l'épilogue, mais du bâtiment Microcity. Donc c'est un bâtiment que mon bureau a réalisé pour l'EPFL, donc c'est le campus EPFL à Neuchâtel, bâtiment de recherche avec énormément de contraintes, comme vous l'imaginez aussi. Et finalement, on a pris l'option de le réaliser avec une structure béton limitée à l'essentiel, les noyaux et les sous-sols, et tout le reste de le construire en structure hybride bois-béton. Et à un moment donné dans le travail, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être envisager, pour un certain nombre de critères, de contraintes, mais aussi en termes d'expression pour un bâtiment de recherche, que peut-être on ne percevrait pas le bois à la fin et qu'en fait on l'aurait utilisé comme matériau intéressant au niveau de la transition écologique, mais sans forcément l'exprimer et le revendiquer de manière visible, plutôt par des clés de lecture assez indirectes qu'on trouve dans la trame du bâtiment, dans certaines parties du bâtiment. Et donc, on a réussi à gagner ce concours et à convaincre que c'était possible d'envisager cette piste. Et ça a été une expérience assez enrichissante pour nous, mais aussi questionnante par rapport à cette question. Si on veut augmenter la part du bois dans la construction, dans quelle mesure peut-être en termes d'expression, et ça compléterait les questions en termes statiques ou d'ingénierie. On a aussi des questions à se poser, et c'est plus une question dans cette dernière slide qu'une réponse, mais je me disais que ça pouvait être un thème intéressant par rapport à des discussions et peut-être à la table ronde. Voilà, je vous remercie pour votre attention.